Et maintenant, on va... On va interroger Marilyn. Tout à fait. Qui est sophrologue, on le rappelle. Et on va poser quelques questions pour en savoir plus et que les auditeurs en sachent un peu plus sur cette pratique et de ce qu'il en est, je pense. Ce serait intéressant. Complètement. Donc Marilyn, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous faites, si vous intervenez auprès des enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées, etc. Alors oui, la sophrologie s'adresse à tous les publics, de 7 à jusqu'à ce qu'on souhaite. D'accord. Pas de limite, même si le corps est invalide. D'accord. Donc oui, j'interviens auprès de tout public. D'accord. En consultation individuelle. D'accord. Et en groupe aussi. En atelier collectif. Oui, parce que tu animes aussi des ateliers de sophrologie tous les lundis. J'anime également un atelier sophrologie collectif tous les lundis soirs. D'accord. Et c'est où ça exactement? Au centre O, qui est situé sur la route de Réal-Panier. D'accord. Et là, pareil, en atelier de groupe, vous accueillez tout public, confondu. Le lundi soir, c'est plutôt les adultes qui vont venir à des séances collectives comme celle-là. Après, au centre O, on a des ateliers spécifiques pour les enfants. D'accord. Et là, les enfants de tout âge? On a scindé en 2 groupes. Un groupe 6-9 ans et un groupe 10-14 ans. Et oui, parce que selon l'âge... On va associer différentes disciplines. Pas en même temps, évidemment. Chaque semaine, une discipline différente. Et moi, j'aimerais savoir quel intérêt, quel bienfait pour un enfant, par exemple, d'assister à des cours de sophrologie. Alors, la sophrologie chez les enfants a un effet extrêmement rapide. D'accord. Ils entrent dans la pratique avec une facilité déconcertante pour un adulte. Les chanceux. Et oui, parce qu'ils sont tellement dans le lâcher-prise, les enfants. Oui, les enfants, c'est impressionnant. Ils sont naturellement dans un fonctionnement, je dirais, un niveau de conscience, comme on parle de niveau de conscience en sophrologie, propice à l'apprentissage, dans lequel les freins du mental ne sont pas encore actifs. Oui. Donc les enfants ont une réceptivité extraordinaire et même quand je les reçois en individuel, il faut très très peu de séances pour arriver à dépasser une difficulté, à lever un frein. Pour les apaiser un petit peu. Aussi bien les apaiser que leur redonner de la vitalité. D'accord. Dans les 2 sens. Dans les 2 sens, oui. Un enfant très nerveux ou un enfant plutôt introverti, grâce à la pratique de la sophrologie, va plus facilement trouver sa place et son moyen d'expression. D'accord. À lui, en équilibre, correspond. Et tandis que l'inverse, voilà, tu peux aussi... Et l'inverse également. Alors on va voir les enfants, par exemple, pour des troubles du sommeil, des problèmes d'énurésie. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est des difficultés pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est? Alors c'est pipi au lit. C'est jamais, voilà, on ne sait jamais, oui. Des difficultés d'élocution. Ça m'est arrivé de travailler aussi avec des orthophonistes. Et puis des problèmes scolaires, des problèmes à l'école, beaucoup de difficultés à l'école, des phobies scolaires, des problèmes d'attention, de concentration, etc. Et là, la sophrologie va les aider très efficacement. D'accord. Profondément. Et ça, c'est les... Sylvia, tu as une question? Oui. Oui. Alors moi, je sais comment se passe un atelier sophrologie pour avoir participé à des ateliers pendant presque 2 ans. Mais peut-être que nos auditeurs ne savent pas réellement ce que c'est la sophrologie. Est-ce qu'il y a comment se fait l'accompagnement? Est-ce que Marilyn, vous pouvez nous expliquer comment se fait un accompagnement quand vous nous dites que les enfants justement sont très réceptifs et qu'ils avancent très vite? Comment se passe en fait une séance de sophrologie? Qu'est-ce que vous faites pour justement aider les enfants à avoir des déblocages et voilà, qu'est-ce que c'est réellement la sophrologie? Alors, de manière générale, la sophrologie, elle comprend, elle inclut des pratiques de hatha yoga, de méditation, de visualisation et de pensée positive dans le sens aidante. Avec les enfants, on va également appliquer des techniques, des pratiques inspirées du hatha yoga et sous la forme de jeux.
Pour le reste de la pratique sophro, on utilise, enfin en tout cas j'utilise des contes, des métaphores. C'est toujours ludique. Oui. C'est une sophrologie ludique avec les enfants. C'est pour ça que ça fonctionne. Mais il y a toujours ce rapport au corps au centre de la méthode. Même si c'est à travers des contes, des métaphores, des jeux, le rapport au corps est permanent. Alors, excusez-nous, il y a juste, on n'entend pas très bien Marilyn, et pourtant c'est dommage, c'est intéressant. Quand tu as un peu de travers, essaie d'être un peu plus près de... Ouais. Non, c'est là, il faut que tu parles là. Vas-y, parle-nous. Oui. Vas-y, continue, parle-nous. Continue, donc on était sur l'aspect ludique vis-à-vis des enfants. L'aspect ludique de la sophrologie. Ouais, c'est mieux. On parlait dessus. J'entends mieux. Là, sur la tranche, là. Continue, d'accord. super. Bon, oui, c'est vrai que les enfants sont faut réceptifs. Être ludique, faut être dans le jeu avec les enfants. Exactement. Voilà. C'est comme ça qu'ils interagissent au quotidien, donc c'est important de venir comme ça, c'est intéressant. Et puis ça leur offre ici, de cette manière-là, c'est pas une activité, c'est un moment à eux. Oui, voilà. On n'est pas dans l'apprentissage proprement dit comme à l'école. Le plaisir, quoi. Oui, absolument. Et puis ils ont un rapport à eux-mêmes qui est beaucoup plus simple que celui de l'adulte. Encore plus direct. Parce qu'ils ont moins de vécu. Oui, puis ils réfléchissent moins peut-être aussi. Parce que comme disait Marina, le lâcher-prise chez les enfants est beaucoup plus facile que chez l'adulte. Plus naturel. Plus naturel, voilà, plus spontané. Même s'ils le perdent au fil du temps. Hein, voilà, si on veut arriver les enfants, c'est qu'il y a eu des blocages entre deux. D'accord. Et est-ce que c'est c'est peut-être pas en forme de ludique, mais est-ce que c'est les mêmes démarches pour les adultes? Enfin, c'est les mêmes buts recherchés, c'est-à-dire s'ouvrir plus aux autres, par exemple si on est fermé au travail, etc. On est fermé au travail. Par exemple, si on est timide ou introverti un petit peu, est-ce que c'est à peu près le même type d'obtention qu'on cherche chez les enfants, par exemple? Alors, moi je différencie la pratique en collectif avec la pratique en individuel. En individuel, la personne vient avec une difficulté en général, une difficulté précise. Et à ce moment-là, on va adapter l'accompagnement à sa difficulté. On va choisir parmi les différentes séances qui existent. Et il y en a beaucoup. Un cheminement, une sorte de protocole, entre guillemets, qui va correspondre à son objectif. Après, en pratique en collectif, vous savez, la sophrologie, c'est une méthode très structurée, qui se décline en plusieurs niveaux. Il y a 12 niveaux au total en sophrologie. En public, on travaille avec les 4 premiers niveaux de la sophrologie. Il y a toujours un lien entre chaque niveau. On va travailler au départ sur le corps, la confiance en soi, la relation au corps. La confiance en soi, c'est la confiance en ses sensations avant tout. Et l'instant présent dans le premier... au démarrage. Ensuite seulement, on ira sur le plan émotionnel et sur le futur. En troisième plan, on peut aller sur le passé, les sentiments, se réconcilier avec son passé. On s'est réconcilié avec son présent, ensuite on va se réconcilier avec le futur, puis se réconcilier avec son passé, et en finalité, qu'est-ce que je fais de tout ça? J'ai repassé en revue 3 dimensions existentielles, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Et là, au 4e degré, on va être sur des séances axées sur les valeurs de vie, les archétypes, dans une dimension qui est plus spirituelle, au sens laïque du terme. C'est intéressant. C'est plus que ce qu'on en entend parler dans les médias. On en reparlera tout à l'heure. Oui. C'est beaucoup plus que ça. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu pratiques la sophrologie maintenant? Oh, la sophrologie et moi, c'est une très longue, belle histoire qui dure. Ça n'a pas été une rencontre comme il peut en exister. Non, la sophrologie fait partie de ma vie. C'est une philosophie de vie aujourd'hui. Au fil de la pratique, voilà, je pense que vous pouvez interroger autant de sophrologues que vous voudrez. Tous vont vous répondre que oui, c'est devenu... une façon de vivre. Une façon de vivre, une hygiène de vie, voilà, c'est ancré, c'est une hygiène de vie, c'est une hygiène intérieure. Oui, donc vous l'appliquez au quotidien aussi, les conseils que vous donnez? Au quotidien, absolument. On va avoir plein de questions à poser à Marilyn. Itsplay.fr, il est 10h. Et
revoilà dans Eastplay sur Éveil Essence, l'instant bien d'être. Donc nous étions avec Marilyn, on lui posait des questions sur la sophrologie et on va continuer dans ce sens. Tout à fait. Alors, est-ce que quelqu'un ici a des petites questions pour Marilyn ? Moi, oui, j'ai une question. Comment, en fait, voilà, pour les auditeurs, comment ça se passe, un premier rendez-vous en tant qu'adulte ? On vient chez toi dans ton cabinet, voilà, je viens pour la gestion du stress parce que j'ai vécu une rentrée compliquée. Et du coup, voilà, que pouvez-vous faire pour moi, Marilyn, et comment se passe une première séance en sophrologie ? Alors, le premier rendez-vous va consister à pratiquer ce qu'on appelle une anamnèse. Connaître et comprendre ce qui amène la personne dans cette difficulté. C'est-à-dire faire un peu un état des lieux. Un état des lieux. Une anamnèse, c'est ça, c'est un état des lieux. Son histoire, en tout cas ce qu'elle est prête à en dire, les liens qu'elle fait déjà elle-même entre sa difficulté et son histoire de vie. Cerner son objectif, qu'est-ce qu'elle vient chercher dans la sophrologie. Il faut savoir que c'est pas une baguette magique. Ah oui, rien n'est magique. C'est une discipline, on en parle comme étant également une discipline. Elle demande de la pratique pour obtenir des résultats. Donc, c'est pas comme prendre un comprimé, une sirop ou quoi que ce soit. Hein. Il y a besoin d'un investissement personnel. D'où le fait de lui... Voilà. Moi, je transmets les séances, j'explique pourquoi on fait les choses, comment on les fait et ce qu'on peut en attendre. Là, il y a un objectif dans chaque séance. Ensuite, c'est à la personne de faire son chemin, de faire sa part du contrat. Voilà. Et les résultats sont à la hauteur des investissements. Mais là, c'est un investissement. C'est sûr. Et donc la personne arrive, donc elle expose sa difficulté, je vais donc lui poser des questions, la laisser parler, lui poser des questions, et puis très rapidement, dès la première séance, on va faire une pratique, parce que la sophrologie, ça se vit. C'est un vécu. Moi, je peux vous en parler pendant des jours et des mois, c'est certain. Ça ne remplacera jamais le vécu de la personne. Oui. Voilà. Donc, comme je disais, hein, les séances se passent en deux temps, si on peut dire. Une première partie qui va est inspirée par le Hatha Yoga, qui est destinée à relâcher les muscles du squelette, les muscles qui sont rattachés au squelette, les muscles striés, parce que il y a toujours des tensions, que l'on soit sous le coup de la peur, de la colère ou de la tristesse, il y a toujours des tensions, donc ça se manifeste toujours en finalité dans le corps. Donc on remonte le processus à l'envers. Si on voulait parler du processus de stress, on l'abordera peut-être tout à l'heure. Là, en sophrologie, on remonte le courant dans le sens inverse. On va commencer par relâcher les tensions du corps. Donc par ces postures douces et dynamiques à la fois, qui permettent sont des exercices de contraction et de relâchement, qui s'appuient aussi sur la respiration pour parvenir à un résultat conséquent. Donc ça se passe debout, j'imagine. Ça se passe debout en premier temps, ça se passe debout, les yeux fermés également, si on peut. En sophrologie, le mot d'ordre, c'est on fait ce qu'on peut avec ce que l'on a. Il n'y a rien à réussir. Donc, il n'y a rien à échouer. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Il y a juste ce qui est et d'être là, d'expérimenter, d'être là avec ce qui existe en soi, avec ce qui est là présent en soi. Ensuite, il y a une partie assise où là, on va faire ce qu'on appelle aujourd'hui un scan corporel. On va passer en revue les parties du corps et y amener un peu plus de détente, toujours en s'appuyant sur la respiration. Et à partir de là, on se situe à ce moment-là dans un niveau de conscience entre la veille et le sommeil, un niveau tout à fait naturel, puisque là en sophrologie on n'utilise que ce qui est naturel en soi, où on est beaucoup plus ouvert, les barrières du mental sont beaucoup moins présentes, et là on va pouvoir en sophrologie, donc la relaxation en sophrologie n'est pas un but en soi, c'est un moyen d'accéder à un certain niveau de conscience qui permet d'effectuer ce que j'appelle personnellement un exercice thérapeutique, soit axé sur l'objectif de la personne, soit un exercice qui fait partie du niveau dans lequel on est en train de travailler. Il va faire appel à notre capacité d'imagination, donc pensée positive. Quand je dis positive, je veux dire constructive, évidemment. C'est pas du positif bisounours. Voilà. Positivisme BA, non, c'est pas pour la sophro.
des visualisations. Voilà. Également, puisque on expérimente dans une séance de sophrologie un état, je dirais, d'absence d'émotions lourdes. Oui. Colère, tristesse, peur, tout ça, ce sont des émotions qui sont assez incompatibles avec le vécu du moment présent. Est-ce que ça veut dire que cet état de conscience modifié dont tu parles permet justement à la personne de se dissocier de ses émotions limitantes? C'est pas une dissociation des émotions, c'est cet état de calme, oui. D'apaisement physique et mental, et naturellement nous éloigne des émotions difficiles, lourdes, que j'appelle les émotions lourdes, et nous ouvre à d'autres émotions, à des émotions plus sociables. Aidantes, voilà, plutôt des... La joie, l'amour, au sens large du terme, font partie intégrante du vécu de tout pratiquant, avec avec une certaine pratique, après une certaine pratique, pas forcément à la première séance, on est bien d'accord, pas forcément à toutes les séances non plus. Je veux pas dire que la sophrologie c'est du merveilleux à tous les niveaux, ce serait mentir, mais c'est souvent le cas. On est souvent quand même en contact avec des parties de nous oubliées, refoulées. On revient à l'écoute de soi et de son corps au final. C'est exactement voilà, s'écouter, s'accepter, prendre soin de soi, dans la bienveillance, loin des jugements, des commentaires, des analyses habituelles. Et je pense dès qu'on a compris ça, après, ça va tout seul, je pense. C'est un défi en même temps pour nous occidentaux. L'absence de jugement, l'absence d'objectif. Oh, oui. En soi, c'est déjà un bel apprentissage. Oui, et puis les Français sont réputés aussi pour être beaucoup dans la critique, beaucoup dans le côté toujours se remettre en question, en fait, à râler. C'est un peu culturel probablement. Je pense, c'est peut-être culturel, effectivement. Moi, j'ai une question sur les exercices et les pratiques faits en séance. Est-ce que c'est recommandé ou possible de les faire et les appliquer au quotidien, après chez soi ou même au travail, quand on sent qu'on vient stresser? Absolument. Tout ce qui se pratique en sophrologie, du début à la fin, peut être extrait, des petits morceaux qu'on va extraire comme ça et intégrer. C'est ce que j'appelle, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie de ma vie aujourd'hui, parce que justement, toutes ces petites pratiques, des pratiques, sont absolument compatibles avec la vie qu'on mène. Normalement, par exemple, ici, là, tout simplement, reprendre conscience du contact des pieds avec mon siège, contact de mon corps, siège, la température extérieure. On travaille avec les sens en sophrologie. Ce sont les 5 sens qui sont en permanence sollicités d'une autre manière que celle que l'on a l'habitude de vivre au quotidien quand on est un peu trop la tête dans le guidon. C'est ça qui m'a fait arriver à la sophrologie. Oui, justement. C'était un mode de vie qui était plutôt orienté et toujours voire même quelquefois dans l'urgence. Exactement ça, la tête dans le guidon. J'ai découvert qu'en simplement étant attentive et en utilisant différemment ma respiration, je pouvais accéder facilement à un état plus connecté, plus équilibré, plus fécond. Également. C'est accessible à tout le monde. La sophrologie a fait ce qu'il fallait. Enfin, la méthode est construite d'une façon qui la rend vraiment accessible à tous. Les exercices sont simples, ils ne demandent aucun prérequis. Oui, c'est accessible à tous et ça ne demande pas, par exemple, 1 heure de temps ou 2 heures de temps. Non, on peut très bien faire un exercice de 5, de 3 minutes, un exercice respiratoire de 3 minutes, plusieurs fois par jour. Ça vaut autant qu'une séance d'1 quart d'heure toute semaine, par exemple. Oui. Moi, je vois la différence avec des personnes qui viennent en consultation et qui ont pratiqué 10 minutes, par exemple, 5 ou 10 minutes tous les jours, et celles qui auront pratiqué une séance tous les 15 jours. Les effets ne sont pas du tout les mêmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai que des fois, je me concentre sur ma respiration, le fait d'inspirer, expirer correctement, et après, je me sens toute relâchée, un peu libérée, en fait. Oui, c'est un peu le phénomène de se recentrer sur soi, d'être à l'écoute de son corps, de sa respiration et porter son attention. Et
sa conscience dessus. Tourner son regard plutôt vers l'intérieur que dans l'agitation permanente. C'est ça. C'est vrai que le soir, à l'extérieur, ce sont des petits moments. On peut tous, dans sa journée, s'accorder quelques instants de retour à soi. Moi, je ne suis pas d'accord avec quand on me dit « je n'ai pas le temps ». Pourtant, qu'est-ce qu'on l'entend? C'est vrai, on l'entend à toutes les sauces. Hein. Voilà. Si nous n'avons pas le temps dans notre vie de nous occuper de nous, alors qui a le temps de s'occuper de nous? Non, mais c'est vrai, tout à fait vrai, je suis d'accord avec ça. Et en plus, aujourd'hui, on entend aussi souvent les parents ou même les enfants dire « oui, mais ma mère, elle n'a jamais eu le temps, mon père n'a jamais eu le temps, ils n'ont jamais eu le temps. » Ce sont des choix aussi à faire. Hein. Il y a une question de choix. Après, c'est une facilité de dire, je pense, c'est une facilité de dire « bon, j'ai pas le temps. » Mais du coup, quel est le temps qu'on s'accorde? Mettons ses priorités. Alors, souvent, les accidents de la vie vont nous permettre de prendre conscience de ce temps. En fait, ces accidents de la vie qui sont en fait... Ce qu'on en a fait ou pas. Oui. Et de revenir justement à l'écoute, à une écoute de soi. Et est-ce que ces accidents de la vie, comme tu le dis, ne sont pas justement des cadeaux pour ouvrir notre conscience On peut les voir comme ça. Oui. C'est mon orientation solution. On peut les voir comme ça, bien sûr. Il y a toujours un avantage que dans toute situation, il y a toujours quelque chose de positif, quelque chose à apprendre, quelque chose qui permet d'avancer, d'évoluer. De toute façon, il faut prendre toujours les choses pour acquis. Voilà, c'est que du positif et ça nous fait grandir ou pas, ça nous amène vers du mieux ou pas. Ah, j'ai pas bien entendu ta phrase, Héloïse. Il faut prendre toujours les choses comme acquis? Oui, comme du positif, comme du acquis. Ah, d'accord. D'accord, parce que comme acquis, alors pour moi, justement, j'ai une croyance qui, justement, rien n'est acquis. Et pourtant, avec mon orientation solution, là, il y a un rien. Et du coup, c'est intéressant. C'est vraiment les choses différemment. Les mots ne sont pas interprétés de la même façon, selon le contexte. Les mots sont des valises. Voilà, tout à fait. C'est intéressant. Oui. Alors, si je peux me permettre, tout à l'heure, donc on parle beaucoup de respiration. Et c'est très, très intéressant parce que notre respiration, c'est ce qui nous permet de vivre, évidemment. Mais ce qu'on oublie effectivement, c'est d'y mettre notre conscience sur cette respiration. Alors que ce soit, Marilyn, vous disiez que la sophrologie était aidée par le Hatha Yoga. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment... Il n'y a pas de hasard, dit-on, dans la vie. Nous avons Marilyn, sophrologue, et Isabelle, professeure de Hatha Yoga. Et en fait, je pense qu'il y a un point commun, donc, qui est la respiration, qui est cette décontraction, cette sensation. Mais en parlant de respiration, je voulais juste dire quelque chose, parce qu'on dit que c'est très important, mais pour faire du théâtre depuis plusieurs années, très souvent, avant de rentrer en scène, on fait des exercices de respiration. Et je suis une traqueuse, mais comme pas possible en théâtre. Je confirme. Mais je me soigne. Et je dois dire que depuis 2 ans, parce que j'avais fait une petite pause théâtrale, et j'ai repris il y a 2 ans, et j'ai changé. J'ai changé, alors est-ce maintenant, j'en prends conscience là, est-ce parce que justement j'ai fait des exercices de sophrologie et j'ai continué à en faire à la maison puisque j'avais changé de profession et c'était une autre profession alors, sur laquelle je n'avais pas d'objectif mais qui était peut-être un peu plus stressante parce que je travaillais, c'était un stress différent, je travaillais avec des enfants en bas âge et en fait j'avais besoin à un moment donné quand eux ils se posaient pour leur petite sieste, moi aussi de me poser, alors pas pour ma sieste, mais justement pour faire des exercices de sophrologie, de respiration que j'avais justement acquis par ces ateliers et je les remettais en pratique à la maison. Et pareil pour le yoga en fait. Quand à partir du moment où tu prends conscience de ta respiration, moi c'est ma respiration, c'est la concentration sur ma respiration qui me permet en fait d'élargir mes muscles ou comment dire d'étendre mes muscles et d'aller en profondeur dans ce que je fais et c'est grâce à elle mais je pense que en fait notre respiration on se dit c'est normal on respire c'est ce qui nous permet de vivre mais ça doit être plus que ça en fait. Oui on le fait dans une inconscience, on va dire, sans mettre de conscience dessus. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, pour en plus t'avoir observé et être un peu témoin de ce que tu dis, j'ai l'impression que ce que tu vivais, c'est que tu étais dans l'acceptation de ton corps, de ce que tu ressentais.
Alors qu'il y a quelques années de ça, pour avoir joué avec toi, où j'étais vue et j'ai vu l'état dans lequel tu pouvais être, c'est que tu étais dans une sorte de refus en disant oh là là, je ressens ça, je veux pas ressentir ça. C'est ça. Et forcément, ça renforce ces sensations, ces émotions et ces états internes. Alors que quand on est dans l'accueil et que en plus tu mets de la conscience dessus avec la respiration, etc., tu accueilles tout ça et forcément ton corps, il agit différemment. Et aujourd'hui, effectivement, la respiration, en prendre conscience, faire ces petits exercices que j'ai aussi appris en sophrologie et que je retrouvais dans le Hatha Yoga, et je le disais aussi à ma sophrologue, il y avait vraiment une connivence entre ces deux pratiques. Je trouve ça sensationnel. Et super. Aujourd'hui, quel choix nous avons fait, les filles. Tout à fait. La respiration influence tous nos autres rythmes. Tout à fait. Comme quoi, c'est vraiment la base. C'est vrai. Écoutez, merci déjà pour cette interaction. Et on va faire une petite courte pause musicale et on se retrouve juste après. Marilyn. Mais moi, je rajouterais la conscience. La conscience en plus. La conscience du mouvement, la conscience des sensations dans le mouvement, la conscience de la respiration, du mouvement du corps dans la respiration, quelle partie du corps la respiration mobilise. C'est-à-dire ressentir le souffle qui rentre. Dans les sensations. D'accord. Porter son attention dessus. Porter l'attention dans les sensations. C'est ça le retour à soi. D'accord. En tout cas, c'est la première, c'est la base, c'est le socle. D'accord. Et par rapport à la gestion du stress, alors Marie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire avec la sophrologie ? Alors, c'est vrai que la sophrologie s'est beaucoup fait connaître par rapport à cette fameuse gestion du stress, entre guillemets. La gestion du stress, comme pour ce qui est de comme on présente la sophrologie comme quelquefois comme une sorte de boîte à outils, d'ensemble de techniques destinées à nous aider à dépasser des situations bloquantes au quotidien. Moi, je dirais que c'est la partie visible de l'iceberg. En sophrologie, on va bien plus loin que ça, même si c'est aussi de la sophrologie, évidemment, tous ces moyens pour dépasser les peurs. Quand on parle de stress, on parle de peur. Maintenant, il faudrait encore savoir de quoi parle-t-on quand on parle de stress. Quelqu'un qui nous dit voilà, je suis stressé. Mais pourquoi ? En fait, c'est comme de plaquer une étiquette. Je suis stressée ne dit pas dans quel état émotionnel je suis. Oui, c'est sûr. Ça sert aussi à masquer un peu dans quel état émotionnel je suis. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut être stressé, que derrière ça, il peut y avoir du surmenage, de la colère, c'est ça ? La tristesse. Mais il y a forcément une raison pour laquelle cette situation-là met la personne dans un état de stress. Ce qu'elle dit être un état de stress. Il y a un vécu psycho-émotionnel derrière, il y a une problématique émotionnelle, il y a probablement même ça vient toucher une blessure émotionnelle. C'est là qu'avec un travail de fond en sophrologie, on va pouvoir aller plus loin avec la sophroanalyse et réparer ces blessures, vraiment guérir ces blessures émotionnelles qui remontent très loin, à l'enfance, à l'adolescence. Donc, première chose, quand je dis je suis stressée, qu'est-ce que je veux dire exactement ? Dans quel état émotionnel je suis ? À quoi ça me relie ? Qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Pour moi, c'est important de se poser cette question-là, de ne pas rester simplement dans le symptôme. Évidemment, la respiration va aider à apaiser l'état émotionnel. Et après, je recommence la prochaine fois. Donc, il y a une démarche à faire et la sophrologie nous permet vraiment de faire cette démarche. D'accord. C'est une rééducation tout ça, aussi. Toute cette partie pratico-pratique, c'est un premier pas. C'est important parce que ça permet de travailler le fond, notre terrain de fond. Et c'est ce qui va permettre en sophrologie d'aller vraiment beaucoup plus loin et d'accéder à des bienfaits bien plus vastes que simplement gérer son stress, quoi. C'est bien plus que ça. C'est une ouverture de conscience, c'est une ouverture vers la connaissance de soi. Le stress va permettre simplement venir pour un état de stress difficile. En fait, vous n'imaginez pas à quel point ça va vous donner des ouvertures sur la connaissance de soi, nos fonctionnements, sur des dimensions qui peuvent aller jusqu'à qui je suis. Oui, qui je suis. Qu'est-ce que je fais là ? À quoi je veux contribuer ? Qu'est-ce qui m'anime ? Quelle valeur je porte ? Qu'est-ce que je veux apporter à ce monde ? Voilà, ça peut aller jusque-là. Ça mène à une quête personnelle et ça donne un éclairage également
par rapport à toutes ces questions-là. Alors, pour revenir précisément sur le sujet qui nous intéresse, la gestion du stress, ce que je peux dire aussi, c'est... on entend parler aussi de bon et de mauvais stress. C'est vrai. Oui. J'aurais vraiment quand même m'expliquer en détail ce qu'est le bon stress. C'est quoi le bon stress? Oui, effectivement. c'est ça, j'étais en train de me poser. C'est quoi le bon et le mauvais? Le stress, c'est toujours du stress. Les effets sur le corps sont toujours les mêmes. D'ailleurs, je vous signale que vous pouvez être en état de stress grâce à une bonne nouvelle comme grâce à une mauvaise nouvelle. Oui, peut-être c'est pas de l'excitation. C'est pas Voilà. Voilà. Est-ce que peut-être l'attente d'un Vous venez résultat d'un d'apprendre que examen, vous venez de gagner au loto, ça peut vous mettre dans un état de stress identique que vous venez de recevoir une amende ou l'annonce d'un contrôle fiscal, je sais pas. En fait, voilà. Est-ce que le stress, il y en a un bon et un mauvais? C'est En ça fait, aussi. ce qu'on peut dire par rapport au bon ou au mauvais stress, il y a le stress qui va vous permettre de vous mettre dans un état, parce que c'est un processus le stress, en fait, naturel. qui va vous permettre de vous mettre dans un état pour aider à répondre à une situation, à répondre à un besoin dans une situation. Et là, si on peut agir directement, c'est tant mieux, on a tout gagné. Par exemple, vous êtes sur le bord d'un trottoir, prêt à traverser, le piéton est vert, et puis vous entendez un moteur qui arrive à toute vitesse. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'allez pas faire rien. Immédiatement, votre corps, votre organisme s'est mis dans un état qui vous permet tout de suite de répondre à votre besoin, de vous mettre en sécurité. Et vous êtes revenu sur le trottoir sans avoir eu le temps de réfléchir à ce que vous alliez faire. Et puis après, vous allez à ce moment-là peut-être ressentir un goût désagréable dans la gorge, ça c'est l'adrénaline. Et puis peut-être des tremblements. Et puis ma foi, après une bonne nuit de sommeil, le lendemain matin, il n'y paraîtra plus. Donc on va dire ça c'est le stress utile. Le stress qui remonte à la nuit des temps et qui a permis à l'humanité d'en être là aujourd'hui parce qu'elle a pu faire face à toutes les situations pas très... au contexte, on va dire, qui n'était pas très favorable au développement de la vie humaine. Voilà. Après, il y a notre stress moderne, le stress chronique. Quand c'est relié à des situations sur lesquelles on n'a pas de contrôle. En fait, moi, je dis toujours le stress, c'est du ciné. Du ciné parce que le C pour absence de contrôle dans la situation. I parce que c'est une situation imprévue, imprévisible, ou alors vous ne pouvez pas savoir comment ça va se dérouler. Le N de ciné parce que ça peut être une situation nouvelle, donc j'ai pas de référence, je sais pas, nouveau. Et le E pour notre ami l'ego. Ah, l'ego. L'ego. Dès que nous nous sentons remis en question dans nos compétences, dans nos capacités, voilà. Mais l'ego, on en a besoin aussi, c'est utile, l'ego, c'est lui qui nous fait avancer. Donc le stress, c'est tout ça. Et puis c'est aussi, comme le disait Isabelle à un moment, je ne sais plus si c'était juste avant ou un peu avant, c'est une question de pensée. Sans pensée, il n'y aurait pas de stress, en fait. Qu'est-ce qui vient nous compliquer la vie? C'est le mental qui, en permanence, propose, fait des hypothèses. Scénario. Et nous, alors c'est normal d'avoir des pensées, notre cerveau est là pour ça, enfin notre mental, c'est son boulot, c'est son job quand il fait ça. Et puis nous, les êtres humains, on a un peu tendance quand même à les croire, à les suivre et à croire que nous devons trouver des solutions aux hypothèses que nous soumet notre mental. Oui, ça fait c'est là que nous avons notre part d'influence, notre zone d'influence, elle est là. Comment je nourris le stress? Comment je participe à ce stress qui va se répandre dans mon corps, que la situation soit réelle ou pas d'ailleurs. Donc ce processus, je ressens quelque chose, une émotion, c'est ça qui va mettre mon système d'alarme en route. C'est nourri, entretenu par un système de pensée. Tout ça va avoir une influence sur le corps immédiatement, puisque bon stress, mauvais stress, on s'en fiche. Il va y avoir un processus de survie qui va se mettre en place avec déversement d'adrénaline, de cortisol quand ça dure trop longtemps, et puis ça ouvre la porte à toutes les maladies, bien sûr. Donc, en sophrologie, on va faire ce que je disais tout à l'heure, on va remonter le courant à l'inverse. On va d'abord travailler sur le relâchement du corps, relâchement des tensions, les conséquences des tensions mentales et émotionnelles sur le corps. Donc, on va relâcher les tensions physiques d'abord, et puis ensuite, ça va nous permettre de nous ouvrir sur nos états émotionnels et sur nos
système de pensée, nos habitudes de pensée. Le calme mental apporté par la relaxation physique qui entraîne la relaxation mentale et l'une l'autre qui s'enrichissent l'une l'autre, qui se nourrissent l'une l'autre, va permettre de prendre du recul par rapport aux situations. On aura répondu aux besoins émotionnels, affectifs, par rapport à la situation stressante de cette façon-là, par ce retour à soi. Et là, on va être en capacité de s'orienter vers les solutions aux problèmes qu'on rencontre. Donc, faire appel à notre intelligence, pour le coup, plutôt qu'à notre système de survie. Voilà. Et on reparle encore de retour vers soi. L'écoute de soi, l'interprétation. En fait, dans ces situations-là, il y a toujours une certaine... Tant qu'il y a une résistance à la réalité, alors nous entretenons le niveau de stress. Ça, c'est le mot entretenir. Quand tu entretiens ça, c'est ce qui t'amène le mal-être, en fait. Tu l'entretiens, quoi. Le simple fait que une situation identique ne va pas apporter la même réaction chez deux personnes différentes. Par exemple, vous apprenez qu'il y a une grève des transports, il n'y a pas de train aujourd'hui. Pour certains, ça va amener beaucoup de stress, de tension, et puis d'autres vont prendre ça d'une autre manière. Donc, voilà, comment j'entretiens le niveau de stress ? C'est important de se poser la question. C'est intéressant de se poser la question, oui, tout à fait. Parce que c'est là que nous avons une ouverture pour trouver notre solution. Le stress, c'est toujours un message qui nous dit, c'est une façon de se parler à soi-même, qui nous dit, la façon dont tu t'y prends là pour gérer la situation ne te convient pas à toi, c'est pas la bonne pour toi. C'est ça le message. Oui, qu'est-ce qui est important donc pour toi ? Qu'est-ce qui est important et respectueux pour toi, ou qu'est-ce qui ne l'est plus? En tout cas, ce que tu fais là ne répond pas à ton besoin. Et c'est ça le message. Oui, le message, et encore faut-il être capable de savoir quels sont nos besoins. Je veux dire, c'est pas évident. C'est pour ça que je dis que voilà, mettre l'étiquette je suis stressée sans s'occuper de quelle est la nature de l'émotion en dessous, parce que c'est l'émotion qui va nous dire de quoi nous avons besoin. Si c'est de la peur, eh bien, c'est un besoin de sécurité, c'est aussi un besoin de liberté. Si c'est de la colère, alors là, c'est une question d'identité, de justice. Si c'est de la tristesse, il y a un besoin, il y a un manque, donc il y a un besoin de sens et de cohérence. Et si ça peut être les trois en même temps? Et ça peut être des combinaisons, absolument. Ça peut être une synesthésie émotionnelle. Et là, c'est enfoui. Donc là, il faut vraiment prendre le temps. Il y a différents niveaux. Il y a la peur qui parle d'un danger réel, concret, là, tout de suite, là, qui est bien réel. Et c'est la peur, celle du moteur qui arrivait très vite tout à l'heure, ça c'est une peur et on y répond tout de suite, on répond à son besoin en se mettant en sécurité et le niveau de stress redescend immédiatement parce que j'ai donné la bonne réponse à la bonne émotion. Et après il y a l'anxiété qui elle c'est un niveau supérieur à la peur qui est toujours orienté vers une situation à venir, c'est toujours dans le futur. On a une difficulté à se projeter dans une situation. On est inquiet par rapport à quelque chose qui n'est pas là, qui n'existe pas. Et puis après, il y a l'angoisse. L'angoisse, ça, c'est le 3e niveau, c'est le niveau supérieur de la peur qui, elle va nous parler de besoins oubliés. L'angoisse survient comme ça, n'importe quand. Elle n'est pas reliée à une situation ni existante maintenant, ni à venir. On ne sait pas pourquoi on a une bouffée d'angoisse comme ça. On le dit, il y a un balayé par une bouffée d'angoisse, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et là, c'est un besoin oublié. C'est bien de faire la différence entre ces trois niveaux. Parce que moi c'était confondu en fait. C'était... Vous m'apprenez quelque chose, donc c'est intéressant. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces infos. À Marilyn, une petite phrase de conclusion. Oui, parce que je peux compléter ces pratiques qui nous permettent de revenir à nous, de nous recentrer à travers des vécus qui sont intimes, directs avec soi, avec son corps, avec ce que l'on ressent, qui ne peuvent être interprétés par personne, qui ne sont pas sujets à interprétation. C'est à travers tous ces vécus que chacun va pouvoir puiser en fonction de ses besoins, de ses aspirations,
ce qui va lui permettre de s'équilibrer, de s'harmoniser, et vraiment en fonction de ses besoins à lui, de ce qui lui correspond, de ce qui est bon et juste pour soi. Alors sinon, en une petite phrase, eh bien, ma foi, votre respiration est votre meilleur ami. Bien respirer, c'est s'offrir d'aller plus loin, plus facilement et plus longtemps. Très bien. Super. Merci Eh bien, beaucoup. merci Isabelle et merci Marilyn. C'est très très gentil d'avoir intervenu aujourd'hui dans cette émission. Merci d'être venue et c'était vraiment très très intéressant.